Bonjour tout le monde, merci beaucoup de venir à cette session. On est Noémie et Thomas et on va vous parler de Smart Citizen vers une production de données citoyennes. On va se présenter un tout petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, Noémie, je suis indépendante et j'accompagne des projets en recherche utilisateur et en design de service. Et avant ça, j'étais product owner dans une agence à Londres. Et Thomas. Et moi, du coup, à la base, j'ai commencé par faire du développement web et en fait, j'en avais un peu marre de faire du code qui servait à rien. Et du coup, je me suis un peu intéressé au travail collaboratif, comment mieux prendre des décisions ensemble et se mettre d'accord sur ce qu'on fait. Et des approches centrées utilisateurs pour éviter de penser trop dans nos têtes et du coup, faire un truc un peu plus utile. Voilà. Et c'est à moi ou à toi? Je sais plus. C'est la même chose. D'accord. Du coup, on vous présentera dans le cadre de la session un projet de recherche-action. C'est normal si le terme ne parle pas à tout le monde, on va en parler plus tard. Qui s'appelle Mind the Gaps et qu'on a fait tout début 2018. C'est pas un projet qu'on a abouti, c'est vraiment quelque chose qui était ancré dans un temps assez court et donc il est resté au statut de prototype. On n'est pas du tout sur un truc où on vous présente un projet qui prétend donner une solution à un problème qui est d'ailleurs assez complexe. Donc voilà, on est plutôt sur une approche qui, par la présentation du projet, vous permettra de comprendre les questions qu'on a abordées. Et c'est plutôt l'axe de la question qu'on préfère, plutôt que celle de la réponse. Donc en fait, certains des sujets qu'on va aborder à travers Mind the Gaps, c'est quelle place pour les êtres humains dans le développement de la ville de demain. On entend beaucoup parler de la Smart City. Souvent, c'est à travers l'usage de la technologie, c'est à travers des capteurs. Et en fait, c'est très désincarné, c'est très clinique. Je crois qu'on est arrivé à un point où tout le monde est à une espèce de petite saturation par rapport à ça. Donc, comment est-ce qu'on aborde en fait véritablement le contexte problématique de la complexité des humains en interaction avec des machines? Et quand on dit ville intelligente, Smart City, on parle de quel type d'intelligence en fait? On n'est pas trop sûr. Est-ce que c'est juste la fluidité de la mobilité des citoyens? Et dans ce cas-là, oui, peut-être il y a une réponse avec des capteurs. Mais je pense que c'est un petit peu plus large. On a aussi l'idée de porter un regard critique sur la gouvernance des villes uniquement par les données. Donc vous l'avez peut-être déjà saisi, on va parler d'open data, on va parler de citoyenneté, on va parler de qualité de vie. On va parler de technologie et surtout on va se poser aussi pas mal d'autres questions. Et en fait on va interroger le travail qu'on a fait pendant ces 3 mois en suivant ce petit déroulé. On va vous expliquer un petit peu plus la vision projet, comment on en est venu à faire un projet qui n'était pas le nôtre et à trouver des sous pour ça, comment on a fait pour lancer un projet dans lequel on connaissait rien ou pas grand-chose, pourquoi en cours de route à un moment donné on a changé d'approche par rapport à ce qui était attendu. Et comment on a négocié en fait ce changement de direction. Également, qu'est-ce qu'on a appris sur le terrain en faisant ça, et aussi, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre des données citoyennes, par rapport à des capteurs ou le reste. Qu'est-ce que ça change, quoi. Bref, comme toute histoire de super-héros, ça commence par une petite genèse. Et on va commencer par surtout le premier acteur je ne vais pas dire du jeu, c'est pas un jeu, mais de la partie qui est l'Open Data Institute à Londres, qui sera abrégé en ODI pour la suite. Mais en gros, c'est un institut qui a été fondé par Tim Berners-Lee, je ne sais plus quand, mais il y a un sacré paquet de temps, et cette personne est une des personnes qui a co-inventé le web, dans ce que vous utilisez dans votre navigateur Chrome ou Firefox ou autre. Et leur ambition et leur intention, en tout cas, c'est d'essayer d'utiliser les données ouvertes comme vecteur d'innovation et pour créer de l'innovation positive, pas que en Angleterre, mais également sur la planète, en définissant des standards et en définissant de meilleures façons de partager ces données. Notamment parce qu'ils croient que, en partageant la croyance, et je pense vérifier, c'est des données partageables sont des données qui permettent de mieux travailler ensemble aussi. On retrouve la collaboration. Et parmi les activités qu'ils ont, c'est faire appel en fait à des personnes externes en fait à l'organisation pour arriver avec des idées fraîches. Et il y a notamment un appel à manifestation d'intérêt qui nous a parlé, puisque le but était de développer des écosystèmes de données innovants entre la France et l'Angleterre. Contexte Brexit, on essaie de comprendre, éventuellement, est-ce qu'il y a des ponts ou des passerelles à faire entre les pays
et comment on pourrait les générer en utilisant les données. Mais également, est-ce qu'on peut également adresser les enjeux sociétaux à travers les données. Vous retrouvez sur le lien en bas le contenu en fait, de la proposition et ce qu'ils ont demandé. Et ouais, voilà. On a focalisé notre intérêt sur Bordeaux et Bristol pour plusieurs raisons. J'ai vécu à Bordeaux 20 ans, du coup j'ai connu pas mal de gens là-bas. Ça faisait déjà 5 ans que j'habitais à Londres, enfin 4 ans, et donc je commençais aussi à connaître un peu le réseau et comment ça marchait. Et du coup on avait des contacts numériques entre des deux côtés, et à la fois à Bristol et à Bordeaux. On avait ces deux villes qui se positionnent sur le créneau des Smart Cities. Bristol a été élue ville numéro 1 des Smart Cities en 2017, si ça représente un truc. Mais les villes sont également jumelées, donc elles sont déjà habituées à avoir des relations entre elles. Ils ont une dimension en taille, en nombre d'habitants qui est comparable. Elles ont également des problèmes d'inégalité et elles vivent la gentrification de manière c'est assez violent. Les inégalités se creusent, donc des terreaux fertiles pour nous. Mais bon, quand il y a cet appel à manifestation d'intérêt, moi je trouvais ça intéressant d'y répondre, mais par contre je trouvais ça un peu bizarre de dire ouais j'arrive avec une idée, une solution, allez vas-y on y va. Donc on a plutôt fait le tour du carnet d'adresses en se demandant qu'est-ce que les personnes qu'on connaît à Bristol et à Bordeaux pensent de ça. Et on a fini par avoir une personne à la mairie de Bristol qui a dit ah ça tombe bien, moi j'ai ce truc là qui m'embête, une des priorités du maire de Bristol, c'est de bosser sur les inégalités et arrêter de se le prendre. Enfin, c'était un des enjeux du mandat. Ce que ça veut dire, c'est que dans une même ville, il y a des personnes qui vont mourir entre 10 et 12 ans d'intervalle, alors qu'ils peuvent être séparés de 3 km. Vous l'avez l'article qui donne un peu plus de contexte et les données. C'est des données qui ont été publiées par l'équivalent de la Sécu en Angleterre. Du coup, à travers cet entretien avec cette personne, on est arrivé vers une proposition qu'on allait ensuite tourner à l'Open Data Institute. Et l'idée, c'était de dire, on a besoin de voir ça, on se les retrouve dans la presse parce que c'est des informations qu'ils ne voient pas. Donc, ils étaient dans une démarche de, j'aimerais bien voir les inégalités qui sont sur le territoire, quels seraient éventuellement des endroits où on pourrait trouver des ressources pour combattre en fait, ces inégalités, et ce serait quoi en fait, les chemins qu'on aurait à tracer entre ces différents points si jamais ça révélait ça, quoi. Et surtout, rêve du rêve, c'était de projeter ça dans un grand dôme à 360, en faire un truc de ouf dans lequel on pourrait inviter et dire ouais, on est vraiment une ville super smart. Il y avait aussi un peu la dimension connecter les inégalités à des pistes de ressources, parce que en fait, les montrer, ça pourrait accélérer des pistes de résolution. Ouais. Et donc, si on le voit sur un dôme, waouh, ça a tout changé, quoi. Oui, je suis un peu cynique. Immersion, c'était moi, c'était toi, je sais plus. Là, ouais. C'était moi. C'est moi, je crois. C'est toi, ok. Ouais. On est, en fait, du coup, sur le premier format, on a fait une bonne relation avec la ville de Bristol et qui s'était déjà installée. Donc, on en a profité pour vraiment partir assez loin avec eux dans la piste de travail. Immersion, pourquoi ? Parce que donc, la première semaine de travail, c'est 5 jours d'affilée, non-stop, à Bristol. Et le fameux le concept recherche-action, on vous en parle parce que c'est assez peu connu pour l'instant en France. C'est une méthode qui a évolué depuis le siècle dernier et en fait a des contours un peu flous, mais qui pour nous, pour l'instant, veut dire en fait une approche qui s'appuie beaucoup sur de l'empirique, qui va vraiment de manière assez intensive au début aller porter des entretiens avec les gens qui ont déjà le savoir sur place. Vraiment travailler le fait de s'imprégner et ne pas arriver avec une solution, comme on le disait, l'équipe sauveuse, surtout pas avoir ce syndrome. Donc vraiment partir du savoir qui est déjà sur place. Donc ça travaille beaucoup les entretiens avec les personnes qui ont le savoir, les entretiens avec les personnes qui habitent la ville, évidemment, aussi, dans toutes sortes de quartiers, des plus huppés aux plus défavorisés. Donc en fait, on a passé beaucoup de temps dehors. Un des principes fondateurs de la recherche-action, c'est qu'il faut co-construire la solution avec les gens qui sont affectés par le problème. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions, en fait, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus riche en général, d'inclure des gens, un peu à la même manière que la recherche utilisateur en développement logiciel, dans les boucles de feedback. Donc on est parti en petite équipe pluridisciplinaire, comme le ferait une équipe produit, avec des compétences en recherche, en design, en prototypage et en développement. Et donc en fait, avec cette espèce de complémentarité, on couvrait plus de terrain. Et les similitudes avec l'agilité dans le développement logiciel,
Ouais, la même notion de développement centré utilisateur, les tests, le contact régulier, et l'amélioration continue, ce genre de choses. Ouais. Et un des exemples de ce genre de rituel qu'on avait tous les jours, au-delà du repas bien franchouillard, même si on était français, irlandaise à table, c'était de terminer la journée avec on se faisait une petite rétrospective de la journée sur, vu qu'on n'avait que 5 jours pour bosser, il fallait qu'on prenne aussi le temps de discuter entre nous comment allaient les choses, et tous les jours on a fait un petit journal où on expliquait, et qui est d'ailleurs lisible en ligne en fait sur le site du projet. Vous pouvez lire tous les trucs qu'on a vraiment adoré aujourd'hui, et ça pouvait être de découvrir tel quartier à faire telle cuisine ou faire du pain ou des trucs comme ça. Mais également toutes ces choses en fait qui, demain, si on avait à faire les choses différemment, je préférerais qu'on les fasse plutôt de cette manière. Ou demain, vraiment le truc que je voudrais faire absolument pour me sentir bien, ce serait faire ce truc-là. Du coup, ça permettait vraiment de partager tous les envies et besoins de chacun et d'être synchro. Et le fait d'être synchro nous a permis d'aller et vite, sans s'engueuler, et de faire, moi je trouve, un résultat assez qualitatif, quoi. Et bien documenté, quand même. Et du coup, Noémie l'a dit avant, on a commencé le projet en passant 5 jours sur place, et le premier jour, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir directement les personnes avec qui on avait co-construit la réponse au niveau de l'appel à manifestation d'intérêt. On a rencontré, on a fait différents étages, on a mangé à la cafette avec les élus, on a discuté avec les gens du service innovation, du service open data, enfin du coup données ouvertes, mais surtout on a découvert un truc qu'on ne s'attendait pas à découvrir, qui s'appelle le Quality of Life Survey. Alors le Quality of Life Survey, c'est, je crois, ton truc. Ouais, c'est ça. C'est une enquête qui mène depuis 2001 tous les ans, et en fait, ça pourrait paraître pas grand-chose. Une enquête, en général, ça excite pas grand monde. Bon, c'est toujours un peu mal perçu. En fait, c'est assez rare d'avoir une enquête sur la qualité de vie en 2001. C'est des choses qui ont commencé à se mesurer, mais au niveau national. Et puis d'avoir un peu ce degré de détail sur une ville, c'est pas super commun. Et en fait, plus on a compris à quoi servait et ce qu'il y avait comme ressources dans cette démarche, plus on s'est intéressé à ce document. Il est disponible en ligne et en papier. Et en fait, une des choses sur lesquelles on a tiqué assez rapidement, c'est que les données sont disponibles quartier par quartier. Donc dans un contexte où on va vers des vies qui sont de plus en plus urbanisées, et donc dans des villes, on ne sait pas vraiment comment va évoluer la qualité de vie. Donc en fait, si on a juste une vue au niveau de la ville, on n'a pas la finesse des inégalités qui peuvent se passer au sein d'une même enceinte, même intramuros. Et des fois, c'était assez hallucinant parce qu'on était sur la même rue, et en fait, comme on passait d'un quartier à un autre, en fait, rien qu'en regardant les enseignes des commerces, on passait du truc super top aux petites épiceries pas chères et tout, et c'était ouais. Très marqué, ouais. Du coup, il y avait, c'est une enquête avec la petite note à la fin qui est que la plupart des questions ont un système de quantification en fait des données, et qu'il y en a une seule à la fin qui a un champ libre d'expression. On verra plus tard pourquoi c'est peut-être un peu intéressant. Donc l'enquête se présente comme ça. Wow, ouais. Et du coup, là on vous montre le début des toutes premières questions. Donc par exemple à la section 3, de manière générale, est-ce que vous pensez sur les 2 dernières années que votre quartier s'est amélioré, est devenu mieux ou pire dans ces cas? Alors dans les cases, on peut répondre est-ce qu'il s'est amélioré, il est devenu pire, il n'a pas changé, ou je n'ai pas habité ici depuis plus de 2 ans. Et en fait, on interroge les gens sur le quartier en général, les embouteillages, l'état des routes, les réparations dans l'espace public, la propreté et la qualité des nouveaux logements qui sont déployés sur le quartier. Donc en fait, on voit qu'il y a une compréhension déjà un peu plus fine de ce que ça fait de vivre dans un endroit. Je trouve ça beaucoup plus parlant que des statistiques officielles qui listent le taux de chômage, les cancers. Donc on a une vue déjà un petit peu intéressante, je trouve, en tout cas en complémentarité avec ces statistiques. Une espèce de justesse par rapport à l'expérience d'un citoyen que je trouve très intéressante. Ensuite, ça, c'est la toute fin du formulaire. Donc, on a quand même plus ou moins des petites boîtes à cocher. Donc, on sait qu'on n'est pas forcément super engagé sur 57 questions, mais quand on arrive au bout, on sait que s'il y a un truc qu'on n'a pas pu dire parce que ça ne rentrait pas dans les cases, il y en a une autre qui est vide. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a évidemment des petites blagues, des trucs un peu insignifiants, mais il y a aussi des choses beaucoup plus intéressantes.
et des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Et en fait, pareil, on se dit, il y a peut-être pas mal de potentiel là-dedans. Donc, à travers ce... Ouais, alors ça, c'est en gros la digestion du jeu de données qui est produit de ça. Les données ne sont pas libérées de manière ouverte sur le portail Open Data de Bristol, mais il y a déjà quand même une espèce de premier stade d'analyse qui est assez intéressant. On peut voir l'historicité des données, du coup, et quelles sont les réponses dans les quartiers les plus défavorisés. Donc c'est deprived en Angleterre. Donc il y a vraiment une volonté d'aller interroger les quartiers qui sont les plus sensibles ou fragilisés. Donc dans les points forts, on voit durée et récurrence qui permettent des comparaisons dans le temps. C'est très rare de trouver une historicité sur des données comme ça. Pour résumer, l'histoire de la vue au quartier, elle est super intéressante aussi parce qu'elle est présente à Bristol, mais on se disait que si c'était possible de faire ce degré d'analyse dans d'autres villes, ça pourrait être très 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 riche en termes d'analyse. Et donc les données qui sont en partie ouvertes déjà. Yes. Il y a aussi d'autres choses qui nous ont un peu moins plu aussi, c'est qu'on a compris qu'il y avait des trous, donc petit jeu de mots avec Mind the Gaps, le titre du projet. Dans les questions, il y a clairement des choses qui passent à travers les mailles. Parce que quand on répond avec des boîtes, les données sont peu réutilisées en interne. Quand on a vraiment fait un entretien en profondeur avec la personne qui a démarré cette démarche. Et en fait, on se rend compte que c'est plutôt un outil pour la ville en termes de prospective, plutôt que réutilisé dans des politiques publiques. Donc c'est pareil, il y a un usage qui est un petit peu bancal peut-être. La difficulté d'appropriation potentiellement de la dernière question, qui est la seule qui permet une expression libre. Donc par exemple, en ligne 301, il y a la personne qui demande de revenir au maire précédent qui était George Ferguson. Je ne suis pas super d'accord avec le nouveau maire. Mais par contre, on a d'autres personnes qui vraiment, du coup, donnent des choses hyper détaillées et qui, je pense, peuvent donner aussi une vision super intéressante en termes de résolution de problèmes sur le terrain, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça révèle surtout que c'est des choses qui n'étaient pas exprimables en fait à travers les autres questions, même si certaines questions étaient liées à l'amélioration des transports, par exemple. Donc il y a une combinaison de différents facteurs qui a besoin d'être exprimée autrement. Du coup, on s'est dit, on nous demande de croiser des jeux de données énormes, mais qui n'ont pas forcément la granularité nécessaire pour pouvoir les croiser proprement. Et on se dit, en plus, on a genre que 2 mois de travail, donc si on doit faire un prototype en 2 semaines, ça risque d'être vraiment compliqué de faire un truc parlant, quoi, rapidement, sans trimer. Et puis surtout, du coup, il y avait un truc qui était assez bizarre au niveau de... Ouais, c'était pas vraiment nous devoir passer 2 semaines à faire du code, traiter des données et des machins. On s'est dit, c'est dommage parce qu'il y a tellement de trucs là ici qui sont hyper intéressants et finalement, comme ça leur coûte tellement de temps et d'énergie à traiter, on le met un petit peu à côté alors que nous on se dit, c'est trop bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, à la fin des 2 premières journées, on s'est dit, mais peut-être qu'on va pas faire cette visualisation telle qu'il la demande là, maintenant, pour la projeter dans le DOM, et peut-être qu'en fait, on va faire un truc complètement différent, et on s'est dit, on va faire un autre truc, et du coup, on va faire un formulaire. Et du coup, on peut se poser des questions sur, sympa, mais ils avaient déjà un formulaire, pourquoi refaire un formulaire, quoi? C'est vraiment un truc de développeur, c'est non, il faut que je fasse React pour remplacer Angular. Mais on s'est dit, non, en fait, il y a quand même d'autres trucs qui sont hyper importants. Si Bristol a cette enquête sur la qualité de vie, mais les autres villes l'ont pas et n'auront pas forcément le questionnaire sur la qualité de vie de Bristol a des choses qui sont très très spécifiques à Bristol, que ce soit sur les sujets, les réponses, même la première question qui est le code postal. Si on veut faire ça en France, le code postal en Angleterre donne le bloc de la rue dans laquelle les gens vivent, alors qu'en France, code postal, c'est genre vraiment... on a tout, on n'a rien en fait avec ça, pas grand-chose. C'est très vaste. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va faire une autre proposition de formulaire qui serait à la fois réplicable et un peu plus sympa. Et donc, du coup, on va retrouver des réponses avec, des réponses et des magasins, des cafés cool. Enfin, c'est pas vraiment du langage institutionnel. Et surtout, on a vachement insisté en se disant, au lieu d'avoir une case autre, en fait, on aurait une case autre par question. Ce qui permettrait déjà à la fois de jamais être dans une impasse, et on se dirait,
bah, s'il n'y a aucune des réponses dans le formulaire qui m'intéresse, ben, au moins je peux proposer la mienne, je peux rajouter le truc qui me vient en tête, et ce qui permet de jamais oublier qui que ce soit en fait en route, ce qui est paraîtrait assez simple. Et on va vous détailler un petit peu les choix en fait, les postulats en fait qu'on a derrière cette proposition. En fait, ce qui est compliqué avec des échelles de 0 à 5 ou de 0 à 10, c'est que comment on explique en fait comment on explique que quelqu'un dise 5 en fait 5 et il n'est pas content et on fait quoi avec ça? Là, on se disait, on va pouvoir proposer un système qui à la fois combine en fait les données qualitatives et en même temps génère en fait quantitativement des données qui ont été qualitativement collectées. Aussi, un truc hyper important, c'était de se dire, on va changer de point de vue, on va changer de posture, on va arrêter de se dire qu'on collecte les informations d'un point de vue institutionnel, mais on va parler, si on parle de la vie des gens, on va se positionner du côté des gens. Et donc, on va essayer d'utiliser le vocabulaire de leur quotidien et pas de notre quotidien, en fait. Du coup, l'idée, c'était de passer de nombres et de chiffres à quelque chose qui est plus proche en fait de ce qu'on ressent en fait, qui est plus difficilement quantifiable. Et donc ce qu'on voit en fait ici dans les réponses, c'est pas nous qui avons inventé les réponses, mais c'est des réponses qui viennent de ces personnes. Et on détaillera ce petit point-là un peu plus tard. Juste pour donner un petit exemple de l'impact du langage, on a trouvé d'autres enquêtes qui travaillent un petit peu mieux justement la question de la tonalité. Et là, c'est un exemple qui est extrait d'un kit de détox données par Tactical Tech, je vous le recommande. Et du coup, on peut lire chacune ou chacun a ses raisons de se sentir concerné par cette accumulation de données. Donc on parle. Voilà. Quelle est la vôtre? Toutes ces pubs qui me suivent sur le net, franchement, ça me donne la chair de poule. J'ai peur qu'un inconnu vole mon identité et ouvre un compte à mon nom. Je trouve aberrant que des sociétés gagnent de l'argent en exploitant mes données personnelles. Je suis inquiet que mes données puissent avoir un effet négatif sur mon taux de crédit ou ma prime d'assurance, etc. Donc en fait, on part vraiment des peurs de la personne. Il y a un petit peu plus d'émotivité et ça me paraît plus proche de ce qui peut être exprimé par des gens versus ce qui voudrait être compris par une administration. On est quand même un peu plus proche d'un ton différent. Et du coup, en fait, aussi un truc qu'il y avait, c'est les moyennes sont nos ennemis. Et en fait, pourquoi on dit ça? Parce que si on fait une moyenne du pourcentage de satisfaction des gens au niveau de la ville, comme on avait dans un des premiers, en fait, on a une information, mais ça reflète quoi? En fait, ça reflète pas les disparités. Ça va juste donner une information de manière absolue. Et surtout que vraiment une des choses qui était assez marquante quand on posait les questions avec les gens dans la rue, c'est qu'en fait ils n'ont pas l'impression d'habiter dans une ville, en fait ils ont l'impression d'habiter dans un quartier. Et c'était vraiment systématique. Et même si leurs conditions de vie, on aurait pu les juger comme étant pas vraiment très favorables, ils pouvaient vraiment adorer le quartier dans lequel ils étaient, même si c'était le quartier dans lequel il y avait le moins de taux de réussite au lycée. Non, en fait il est vachement bien parce que les voisins sont trop sympas et dès qu'on a un problème on s'entraide. Et finalement ça va bien. Enfin, c'est des informations qu'on ne voyait pas dans les autres enquêtes de qualité de vie qu'on avait pu percevoir. Et du coup, on se dit, en fait, si ces données sont proposées à un niveau qui n'est pas assez granulaire, en fait, les informations importantes, les informations qui permettraient de traiter un sujet à l'échelle d'un quartier et non de manière universelle au niveau d'une ville, elles seraient complètement effacées. Et non seulement, du coup, ça gomme l'inégalité et ça l'invisibilise et elle disparaît, quoi. Sans compter les gens à qui on n'a pas posé les questions. Super transition. Quand on reteste notre idée de réorientation avec la personne qui avait lancé l'enquête en 2001, il nous dit « Ok, je vois des choses, c'est intéressant, mais il y a quelque chose qui me saute aux yeux. La vraie richesse ici, c'est d'arriver à toucher les publics avec lesquels nous ne sommes jamais en contact. » Typiquement, l'enquête sur la qualité de vie, la mère célibataire qui habite un peu loin du centre-ville, elle n'est pas dans les résultats. Ça paraît d'une logique implacable et pourtant c'est très difficile de contrer en fait cet effet de gens qui ne se retrouvent pas dans les sets de données. Et pour répondre à ce genre d'enquête, il faut avoir du temps disponible en fait, avoir du temps disponible, c'est-à-dire ne pas penser à ce qu'on va devoir trouver comme nourriture pour manger demain, où est-ce que je vais crécher et ce genre de choses, voire même en fait recevoir le courrier, puisque en fait depuis l'an dernier, depuis 1 ou 2 ans, ils arrêtent d'envoyer systématiquement les courriers papier, et donc en fait il faut le demander. Donc il faut faire un effort supplémentaire quand on n'a pas accès à une ressource informatique
sans parler de tout un tas d'autres choses liées aux ordinateurs. Donc en fait, une des autres initiatives de Bristol qu'on nous a présentées pendant cette journée de contact avec la ville de Bristol, c'est une initiative qui s'appelle Happy City Index. Donc un index qui mesure aussi la qualité de vie, mais d'une manière différente, et qui propose vraiment le croisement avec les statistiques officielles qui sont disponibles par l'équivalent de la Sécu, la police, des choses comme ça. Et qui dit, en fait, on ne peut pas vraiment représenter la qualité de vie si on n'a pas cet écosystème pour comprendre ce qui se passe. Donc en fait, on s'est dit, ok, c'est un modèle qui paraît très très intéressant, et nous, ce qu'on aimerait fournir au-delà de Bristol, parce que notre enjeu, c'est de pouvoir répliquer et potentiellement proposer ça en France, on aimerait proposer vraiment la brique qui signifie well-being, qualité de vie, en fait, voilà, proposer un cadre qui permette de collecter ces données-là et ensuite de les croiser avec ce qui existe déjà. Du coup, pour arriver à la création de ce formulaire, on n'est pas, comme ce qu'on essayait de dire juste avant, c'est on a envie de créer ce formulaire sans en fait inclure nos propres biais et nos propres avis sur ce qui se passe. Du coup, on a pris une approche émergente pour constituer tout, en fait. Du coup, quand on dit partir sur une approche émergente, on est allé genre dans la rue, on est allé dans les centres sociaux, on est allé dans les centres commerciaux, aux arrêts de bus. Genre les gens me disaient ouais, mais j'ai que 3 minutes, le bus il arrive. Et ça tombe bien, nous notre questionnaire il dure moins de 3 minutes et c'est fait pour aller vite. On n'a pas envie de se prendre la tête avec. Surtout on a besoin d'aller vite et de faire plein de questionnaires pour rassembler une diversité d'opinions en fait. Et du coup, la première chose qu'on fait en fait pour ça, c'est pas nous arriver avec nos avis, mais vraiment écouter tout ce que les gens ont à dire. Du coup, on fait ça sous forme d'entretien semi-structuré. On arrive avec des questions basiques. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quartier? Qu'est-ce qui t'affecte le plus négativement au quotidien? Qu'est-ce qui est vraiment relou et qu'est-ce qui te bloque dans la vie? Et on pose des questions comme ça et on creuse en fait, on leur demande ah ouais ça c'est pas top, mais pourquoi c'est pas top? Ah ouais parce que truc, mais pourquoi parce que truc? Et en fait au fur et à mesure on finit par trouver en fait l'essence de ce qui vraiment leur plaît ou l'essence de ce qui les embête. On les collecte en fait et on en fait des grappes et qui finissent par ressembler à des thématiques de questions. Et du coup on réessaye au fur et à mesure, on fait des dizaines, vingtaines, on a fait une vingtaine, trentaine d'entretiens. Et là, par exemple, c'est un exemple de ce que j'avais sur ma feuille. À gauche, j'avais ma petite trame avec mes questions parce que j'avais peur de les oublier. Et à droite, c'est genre une réponse, une deuxième réponse, une troisième réponse, une quatrième réponse. Vraiment des trucs très très vite. On chope des mots. On n'est pas là pour récupérer une phrase. C'est vraiment le mot tel que les personnes l'ont dit. Et c'est ces choses-là en fait qui constituaient les réponses qu'il y avait sur le formulaire. C'était pas nous notre compréhension de ce qu'ils disaient, mais vraiment leurs propres mots. On les partageait au lieu de les réapproprier ou de les penser à leur place. Je sais plus. Des choses qu'on a apprises en faisant cette démarche d'être vraiment au contact des gens, des habitants, dans tous les quartiers différents. C'est en fait la valeur d'être un être humain pour approcher un autre être humain. Le signifiant social, qui est un objet technologique pour aller proposer une enquête, en ne parlant même pas des questions d'accessibilité, de personnes qui ont des problèmes d'accès au matériel informatique, d'utilisation. Il y a plein de cas où en fait, ne serait-ce que juste le papier ou même un ordinateur, ils n'auraient pas touché, en fait, ils ne seraient pas venus répondre à la question. Donc en fait, de permettre de briser la glace, déjà, c'est un élément hyper important qui permet de toucher des populations qui sont donc souvent absentes et souvent sous-représentées. Donc ça, ça faisait partie des conclusions très importantes de approche ethnographique, entretien vraiment d'humain à humain, en allant approcher un contexte qui à chaque fois va être dépendant. C'est une vraie richesse pour des personnes comme des administrations qui ne peuvent pas forcément justement se déplacer avec autant de facilité. Carrément. Et du coup, finalement, ce que ça nous a évoqué, c'était que c'est sympa de fournir des outils, mais dans ce cas de figure, ce qui est intéressant, c'est comme le but du jeu, c'est pas de fournir les questions et les solutions en même temps. Et les réponses, c'est toi aussi, on peut te donner en fait le canevas à remplir, mais ce qui est important en fait de donner, c'est également en fait une méthodologie pour répliquer en fait cette approche-là. En fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que répliquer l'outil en disant hey, je vais le faire dans une nouvelle ville, mais je vais également aller moi-même avoir toutes les informations nécessaires pour aller sonder, poser les questions, comprendre comment les poser, quelle attitude avoir, quel langage utiliser, comment recevoir et accueillir les réponses des gens, de sorte que d'autres personnes que nous, parce qu'on ne va pas faire ça toute notre vie, et si quelqu'un d'autre est inspiré de le faire après le projet,
serait pour d'autres associations qui voudraient creuser certains sujets, des collectivités, des ONG, d'autres collectifs de citoyens qui sont assez énervés sur des données en fait, qu'ils voudraient faire émerger pour retrouver une autre forme de pouvoir. Du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'après avoir fait ce travail-là, on s'est dit, bah ouais, en fait, le dernier maillon manquant qu'il faudra avoir, c'est ce serait cool de visualiser les données pour combler le triptyque de tu vas pouvoir comprendre comment former et créer et constituer les données, accéder aux données brutes qui sont déjà auto-anonymisées, et du coup avoir également la visualisation de ces informations pour vraiment avoir le parcours complet de la donnée, de la création, du parcours de création au parcours de récolte et de compréhension. Du coup, parmi les choses qui étaient envisagées, c'était ces données-là, il faut les intégrer sur des choses qui donnent de la visibilité, donc en revenir à cette proposition. À Bristol, ils se posaient la question de faire un tableau de bord pour justement donner aux maires des indicateurs pour pouvoir mieux prendre des décisions au quotidien. Mais également nous-mêmes proposer des visualisations qui seraient du coup adéquates avec la façon de collecter les informations. En fait, on a déjà un exemple qu'on a découvert de cette histoire de tableau de bord qui nous paraît aussi intéressante dans le sens où il y a beaucoup de priorités qui sont en compétition au sein des administrations, il y a des budgets de plus en plus maigres. C'est difficile d'allouer des ressources aux bons endroits, c'est très difficile de mesurer l'impact des actions, il y a beaucoup de problèmes de remise en question à ce niveau-là. Et donc en fait, la ville de Bristol était super partante pour faire une histoire de tableau de bord qui présenterait non seulement au maire par exemple, mais à d'autres membres de l'administration, une vue globale qui pourrait inclure des données sur la qualité de vie, mais aussi la qualité de l'air, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui a déjà été développé aux États-Unis. Donc là, on a pris l'exemple de la ville de Seattle, avec il y a toutes sortes de catégories justement. Donc là, c'est physical environment. À quel point est-ce que la ville est marchable? Ouais, marchable. À quel point est-ce que justement quand on marche on est affecté par la pollution, quand on est cycliste, etc. Donc en fait c'est des choses dont on sait qu'il y a déjà un usage et un intérêt pour ces choses-là. Donc on se dit que ça pourrait être un nouvel objectif à atteindre. Et du coup, c'est à moi, ouais. Et du coup, en fait, en bossant sur ce sujet, on s'est dit, on va terminer en ouvrant en fait le sujet à d'autres choses que ce que nous on a fait. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres initiatives qui existent déjà. Il y en avait déjà en fait à Bristol. Des personnes étaient assez énervées en fait sur les problèmes de pollution, d'humidité à l'intérieur en fait dans les logements, et ils se sont dit en fait il y a un centre social qui est hyper bien et qui propose aux gens vous voulez faire quoi en fait les 3 prochains mois, et ils se lancent et ils accompagnent et autonomisent finalement des citoyens et citoyennes à mettre en place le projet qui leur paraîtrait vraiment utile pour améliorer en fait leur qualité de vie. Donc puisqu'ils n'ont pas l'impression d'être entendus, là par exemple ils ont créé ce capteur, ils ont développé cet enjeu, et ça a permis en fait du coup d'arriver devant la mairie en disant voilà les données qu'on a collectées, est-ce que vous trouvez vraiment ça normal? Et du coup on peut changer de posture dans le dialogue en disant on râle pas plus que nécessaire, voilà vraiment les informations. Maintenant, c'est quoi votre réponse? Ça permet au moins de discuter d'égal à égal. Un autre de leurs projets était des capteurs de pollution. Puisque Bristol, il y a beaucoup de voitures, les gens sont assez plaints des transports et tout, ils sont vachement au diesel. Et du coup, ils ont pareil prototypé un autre type de capteur qui, en plus, peut avoir des formes assez marrantes. Là, en pendentif, il y en avait d'autres qui l'avaient collé sous la selle. Enfin, c'est des choses assez versatiles parce que pensées pour être utilisées dans un quotidien de notre quotidien, quoi. Et surtout, ça permet de vraiment balayer les choses. C'est bien de mesurer le bruit dans une ville, par exemple, mais il vaut mieux le mesurer à côté les endroits où il y a beaucoup d'accélération de voitures, quand on est à côté, quand on est en vélo, par exemple. Ouais, ça c'est quelque chose qui a été en gros développé avec la toute première équipe qui était à Barcelone, qui avait effectivement un problème sur la pollution sonore, un enjeu citoyen. Comme ils subissent les effets du tourisme de masse, c'est assez flagrant, les sorties de bars sont un peu intenses. Donc du coup, il y a un collectif de 20 personnes qui se sont mises en lien avec d'autres personnes qui avaient un projet avec l'Union européenne sur cette histoire de tiens, mais en fait, on pourrait diversifier qui produit les données qui nous concernent. Je crois que c'est quelque chose que Harald Balkan a mentionné ce matin, le collectif Decode, l'initiative. Et donc, en fait, c'est vraiment le premier exemple qui a été une réussite, parce qu'ils sont allés jusqu'à une discussion avec la mairie et trouver plusieurs solutions pour ne pas
trouver un compromis en fait. Ouais. Et leur projet est super abouti, ça représente 2 ans de travail, 2 ou 3 ans de travail, des guides de documentation hyper bien fichus, des capteurs tout ouvert en fait, qu'on peut construire soi-même à la maison ou acheter tout fait si on voudrait lancer rajouter des données en fait à leur infrastructure qui est également mettre à disposition. Ce qui nous amène à des conclusions. Ouais, en fait, c'était à moi, celle-là. Du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, de la même manière qu'on nous propose une vision de la Smart City, et c'était aussi ce que disait Harald, je pense, ce matin, c'est finalement, la Smart City peut se rapprocher, en fait, d'une sorte de surveillance de la donnée. Si on parlait d'agriculture, on serait sur des techniques d'extraction, en fait, de la donnée, si on la prend et on l'amène ailleurs. Alors que finalement, les approches orientées citoyens, c'est plutôt non, en fait, on va nous-mêmes choisir les modalités de production en fait de ces données. On va nous-mêmes prendre conscience en fait des données qu'on génère. Et en fait, ces données-là vont devenir des arguments de négociation, des arguments de discussion pour engager une conversation avec quelqu'un au lieu d'avoir quelque chose qui s'échappe en fait. Du coup, c'est vraiment intéressant et à recouper avec d'autres initiatives, des tiers-lieux. Et plein d'autres choses, des actions coopératives, au sens où en fait, on va faire les choses ensemble. C'est une autre sphère d'action au niveau des données, la production de données, hyper responsabilisante, on comprend mieux les choses. Ouais. Et il y a quelque chose qui est moins quantifié, qui est l'histoire de lien social, et qui est toujours la grande inconnue, qu'on ne saura jamais quantifier. Donc, est-ce que tout bon projet réinterroge son cahier des charges ? Dans le cahier des charges original, on avait les usages innovants des données. Donc on est vraiment venu interroger cette notion d'innovation de la même manière qu'on interroge la ville intelligente. Ça veut dire quoi et pour qui ? Innovation technologique, Smart City, en fait je crois qu'on est arrivé un peu au bout de l'imaginaire, il est quand même assez étriqué. Est-ce qu'il n'y a pas des formes d'innovation qui peuvent se porter plus sur de l'innovation sociale, donc la collaboration avec des gens qui n'ont peut-être pas les compétences pour gérer des capteurs de manière naturelle, mais qui en arrivent à un apprentissage par le biais d'un thème qui les affecte dans leur vie au quotidien. Est-ce que l'innovation sociale, ça ne peut pas être une manière pour les administrations d'intégrer de plus en plus de pratiques issues du design ou du développement logiciel pour changer leur manière de faire en fait ? On avait réplicabilité comme principe fondateur du projet aussi. On s'est vraiment posé la question de à quel point est-ce qu'on peut répondre à ce cahier des charges, parce que réplicabilité dans un idéal, certes, mais on ne pourra pas créer une solution universelle, et c'est un peu ce qu'on démontre par le projet. Il faut, pour que ce soit pertinent, que ce soit adapté à la source, en fait. Il faut que ce soit adapté au terrain. C'est pour ça qu'on a un peu insisté sur la démarche qu'on a eue de design itératif, et en collaboration avec les gens. Donc est-ce que finalement ce ne serait pas plus intéressant d'avoir quelque chose de réplicable et contextuel à la base ? Et du coup, pour faire le parallèle, c'est les attentes qui étaient, presque, je ne veux pas dire qui pesaient sur nous, mais les attentes c'était une innovation technologique, produire du code. On a produit 0 code, on a produit de la doc et on a prototypé des trucs qui sont jetables. Mais les apprentissages les plus intéressants qu'on avait étaient ceux qui étaient à documenter. Et en fait, au lieu d'aller dans une réplicabilité universelle qui est plutôt celle du monde de l'industrialisation, on le fait une fois, on peut le faire 100 fois, c'est sur ça en fait qu'on capitalise et qu'on fait de l'argent. On se dit, en fait non, on va plutôt prendre une approche permacole, au sens où on va plutôt essayer de comprendre les spécificités de chaque terrain, comprendre où on va, où est-ce qu'on met les pieds, et du coup avoir une compréhension plus riche, plutôt que de tout écraser en fait sur son chemin. Et du coup, ça a fait aussi changer une approche. On parle il y a les consultations citoyennes et c'est gentil, on consulte, mais en consultant, on a une vue, pareil, c'est toujours une sorte d'extraction d'informations qu'il faut encore recontextualiser et les personnes qui analysent se font leur propre opinion. Et finalement, on est plutôt, nous, on avait une approche à la base, une approche centrée utilisateur, et finalement, est-ce qu'on n'est pas on arrive dans des approches centrées citoyens? S'inspirer des techniques d'innovation sociale telles que celles qu'on a menées sur le terrain, finalement davantage écouter les gens par rapport à leurs ressentis et non pas forcément par rapport à des données bien métriques quantifiées, et surtout changer de posture d'échange au lieu de dire vas-y je vais faire avec machin, enfin au lieu de dire je vais faire ça pour bidule, j'ai plutôt le faire avec. Donc on s'assoit à côté, on se met à niveau. Et on ferait les mêmes choses en fait en agilité. Il n'y a pas de posture dominante.
Enfin, on essaie en tout cas de ne pas faire de posture dominante. Et du coup, c'est vraiment des principes qui se recoupent très bien. Donc en fait, je crois qu'on arrive à la dernière slide. L'idée, c'est de voir qu'on habite, je pense tous ici, dans des sociétés et des systèmes qui recréent des inégalités qui sont inscrites. Et on utilise beaucoup les mots il faut mettre de l'éthique dans la technologie, il faut que ce soit plus inclusif, etc. Donc en fait, ce qu'on a cherché à faire avec ce nouveau système, c'est une tentative humble de créer un système qui ne reproduise pas ce genre de choses, qui aille vraiment à rebrousse-poil du truc de la facilité, du truc pratique, et vraiment d'aller chercher les gens qui sont invisibilisés. Wow. Et petit jeu. Ouais, il y a un studio de design qui s'appelle Design Friction qui a fait un jeu de design fiction qui dure 2 heures avec des cartes et qui est très drôle, et qui s'appelle Faille de la Smart City, je vous le conseille. Donc c'est un truc à imprimer, découper, et, au lieu de faire une réunion où vous ennuyez, faites ça, quoi. C'est un truc analogique. Voilà. Merci pour votre temps. Et du coup, on va prendre des questions. Si vous avez envie de faire des feedbacks en fait, personnels pour dire que c'était vraiment super nul, mais que vous avez une idée pour laquelle ça pourrait être vachement mieux, à fond, carrément, c'est la première fois qu'on l'a fait. Je crois qu'il y a aussi un autre tour de questions après en bas dans le salon, je sais pas quoi. Et apparemment, on répond à d'autres questions là-bas aussi. Voilà, pour les informations précises, pas très qualitatives. Bonjour. Merci beaucoup, c'était très clair, même si on ne savait pas forcément qui disait quoi, et très instructif. Je pense que j'ai bien compris que c'était une démarche à la fois itérative et empirique, et que vous saviez où vous vouliez aller, mais sans vraiment savoir comment, et finalement en redressant le projet au fur et à mesure selon les retours que vous aviez. Ma question, elle s'arrête plutôt sur la partie que vous avez faite sur les entretiens semi-dirigés que vous avez pu effectuer. En tant que designer, je me rends compte que cette partie-là, il faut qu'elle réponde à un certain protocole pour arriver à avoir du sens sur la durée. Comment est-ce que vous imagineriez de pouvoir construire un kit, un support qui permettrait à d'autres de se l'approprier et de continuer votre travail sans que vous ayez à continuer à arpenter les rues avec votre pince à épiler et aller chercher les informations comme ça au cas par cas? C'est quelque chose auquel on a beaucoup réfléchi. C'est la question de l'adaptation au contexte. En fait, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, l'idée c'était de ne pas proposer quelque chose de déjà fait, que de vraiment mettre en lumière le fait que le formulaire qui existe n'a pas vocation à être répliqué. Et que ce qui accompagnerait, ce serait une méthodologie pour répondre à ce truc-là. Donc en fait, outiller les gens de manière méthodologique pour mener leurs propres entretiens, c'était une idée de réponse. On s'est aussi un peu frotté à la question de ok, est-ce que tout le monde sera capable de faire cette démarche? Je pense qu'on n'a pas entièrement la réponse à cette question-là. Je pense qu'il y a un truc qui serait chouette de voir comment on n'a pas été jusqu'au bout, de voir comment d'autres personnes prendraient en main cet outil. Et en fait, est-ce que ça se vérifie ou non que les gens prennent la solution de facilité pour reprendre le formulaire et puis hop, ou plutôt font la démarche d'adaptation? Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on avait bossé la première fois où on allait à Bristol. À la fin, on arrivait avec là justement ce framework, en fait, ce canevas qu'on voudrait réutiliser et cette méthodo. Et en fait, on l'a appliqué et à Bristol et à Bordeaux pour voir. On se l'a appliqué à nous-mêmes. On n'a pas formalisé en fait le protocole, mais c'était exactement cette idée-là. Je pense que le meilleur moyen de le documenter, c'est de le faire avec des gens qui ont vraiment, qui découvrirent le projet de zéro et d'écrire la documentation avec eux, quoi.